Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo pour les 55 000 abonnés. On n'y est pas encore totalement, mais c'était impératif pour moi de revenir sur le parcours finalement du début YouTube et le faire avec Louis et Tania. Donc Tania, sa compagne. D'ailleurs, ils vont bientôt se marier, donc on va dire bientôt son épouse. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Louis qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube, d'une part. Et ça va me permettre justement de revenir sur l'avant YouTube, l'aventure YouTube, le positif et le négatif que moi j'en retire aujourd'hui et ce que je vais apporter justement derrière ou l'avenir, on va dire, que je souhaite donner à ma chaîne YouTube tout simplement. Alors, première chose, eh bien, on va mettre les choses dans le contexte. Donc il faut savoir que Louis, quand je l'ai rencontré, j'étais déjà indépendant depuis 17 ans. Donc ça faisait 17 ans que j'étais artisan. Ça veut dire que, contrairement à beaucoup de gens qui sont sur YouTube aujourd'hui, je n'ai pas découvert mon activité en même temps que YouTube. YouTube, je ne le connaissais pas. Louis en est le témoin. C'est lui qui m'a fait découvrir YouTube. Et quand on s'est rencontrés, il cherchait un emploi, il était diplômé, donc il faut savoir que je ne souhaitais plus engager parce que déjà à l'époque j'en avais marre des stagiaires qui n'allaient pas au bout de leur stage ou pire mon ouvrier qui m'a planté du jour au lendemain et je souhaitais, ça j'espère que vous allez l'entendre, je souhaitais freiner mes activités. Donc quand Louis est venu se présenter, je ne savais même pas que YouTube existait et je ne souhaitais déjà plus engager et avancer dans mon activité. Je voulais déjà freiner mon activité. Ensuite, il est venu se présenter chez moi. On a discuté, on a eu un bon contact. Je voyais qu'il avait envie d'apprendre. Donc, je lui ai proposé de faire un stage chez moi de 2 ans pour qu'il puisse avoir son accès à la profession. Donc en Belgique, il faut savoir que quand on a fini nos études, on n'a pas toujours un diplôme pour se mettre à son compte. Et Louis souhaitait se mettre à son compte. Donc c'était finalement une situation qui nous arrangeait tous les deux. Lui, il avait 2 ans de stage à faire chez moi. À la fin de ces 2 ans de stage, il pouvait se mettre à son compte. Et moi, dans mon idée, c'était de lui permettre de reprendre finalement la menuiserie, ou en tout cas de bénéficier de ma menuiserie avec mes conseils, mais c'était lui qui reprenait la boîte. Donc je lui laissais entre guillemets un atelier équipé à disposition. Donc ça c'est un petit peu, il me semble, la rencontre qu'on a eue. Ouais. D'accord ? Donc ça, c'est un peu la base. Ensuite, Louis est resté chez moi pendant, donc tu as commencé en septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois avant qu'on commence les vidéos YouTube. Ouais, c'est ça, hein? Donc avant qu'on commence sur YouTube, on avait fait des placards, on avait fait un beau carport, une charpente traditionnelle, etc. On a fait pas mal de belles choses, 2 ou 3 escaliers d'ailleurs. Et puis un jour, il me dit, écoute, tu devrais faire des vidéos sur YouTube parce que voilà, j'aime bien expliquer, il vous expliquera après tout ça. Mais moi, je ne connaissais pas YouTube. Donc, le lendemain, il vient avec une vidéo. Il me connaît un petit peu. Il sait que je suis quelqu'un de plutôt tatillon, pointilleux, amoureux de mon métier et des règles de l'art. Et il me montre cette fameuse vidéo. Donc, cette vidéo va être un petit peu remise en question, sans filtre. Il me montre donc une vidéo d'Olivier Verdier sur le fameux rack. Et puis, le lendemain matin, je reviens à l'atelier, donc je passe ma nuit à regarder des vidéos d'Olivier Verdier parce que je ne suis pas du genre à m'attarder à une seule vidéo, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises. Et là, je me rends compte quand même qu'il y a pas mal de dysfonctionnement, on va dire. Donc le lendemain matin, j'arrive et je lui dis c'est quoi cette histoire, ne sachant même pas à ce moment-là comment ça fonctionnait, c'est-à-dire le nombre d'abonnés, la notoriété de la personne ou quoi que ce soit. Je ne connaissais rien de tout ça. Et donc le lendemain matin, je lui dis écoute, tu as raison, on va faire des vidéos en effet, mais on va commencer par une vidéo un peu parodique, c'est-à-dire on va dire ouais ça ne sert à rien, ça, donc en reprenant des images de ces fameuses vidéos, et puis derrière par contre on va expliquer pourquoi on le fait. Donc notre but à tous les deux, je dis bien à tous les deux au départ, c'était de montrer qu'on savait travailler déjà, mais en plus c'était d'informer les gens, de partager les techniques de professionnels, puisqu'on était tous les deux professionnels, jusqu'à preuve du contraire, tu avais ton diplôme, moi c'est mon métier depuis 17 ans à ce moment-là, et puis en même temps alerter
tous les problèmes qu'on pouvait voir sur les réseaux. C'est-à-dire que dès que moi je voyais quelque chose qui me titillait, eh bien, j'avais pas de problème à en faire une parodie. Ça, c'était un peu l'idée de base, il me semble. Est-ce que je dis des conneries ou... Non, non, du tout, du tout. C'est ça. Mais moi, pour un petit peu expliquer, en fait, comme tu disais, je suis parti en France faire le compagnonnage et tout ça. J'ai travaillé, enfin, j'ai pas travaillé, mais on m'a appris, mes professeurs étaient des meilleurs ouvriers de France. Il y avait des flèches torses dans l'école où j'étais, on apprenait. Et donc, voilà, j'ai vraiment une super belle formation avec tout le patrimoine français et des gens vraiment artisans qualifiés. Et donc, quand je suis rentré en Belgique après ma formation, je manquais un peu de copeaux dans la charpente, parce que malheureusement on fait plus beaucoup de charpente, surtout en Belgique, de patrimoine, donc c'est quand même beaucoup de la couverture. Ça existe presque plus une charpente, enfin une entreprise qui fait que de charpente. Oui, tout à fait. Il y a toujours couvreur, et ce côté voilà, pose de tuiles à 90% du temps, ça m'a un peu frustré, donc j'ai refait Don Bosco en menuiserie ici pour un peu avoir toutes ces techniques de meubles et tout ça, mais je me suis bien rendu compte que ça n'avait rien à voir avec la formation que je venais d'avoir en charpente. Donc moi j'ai cherché à trouver une place chez quelqu'un qui faisait des belles choses, et je suis tombé sur ton site et j'ai vu les queues d'aronde, j'ai vu tout le travail que tu faisais, et je me suis dit il faut absolument que j'arrive à avoir une place, et donc je suis venu, et effectivement tu n'en pouvais plus, tu venais d'avoir tous ces trucs là, et tu t'es relancé une dernière fois avec moi sur le truc, et moi j'avais déjà hyper envie de me lancer à mon compte avant de venir chez toi. J'avais déjà regardé pour essayer d'acheter un atelier, me mettre en me disant voilà, je vais réussir à apprendre tout seul, je vais réussir, j'étais vraiment motivé, mais donc voilà, ça se mettait super bien, je n'avais que 2 ans à faire pour avoir ma gestion, et ça complétait, et je pouvais me lancer à la place de faire la gestion en 3 mois et de faire un projet qui tenait pas trop debout, et d'avoir un atelier que je savais pas où j'allais aller. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est mis. Et puis après moi je suis parti, pourquoi? Parce que j'ai eu cette gestion en fait que j'ai appris que j'avais après la première année, que fin d'année on m'a dit en fait le papier de la gestion je l'avais, et donc encore un peu trop rapide, trop pressé, et donc j'ai préféré me dire allez, je me lance, tout ce que j'ai fait, et puis je suis passé par le chemin difficile, on va dire. J'aurais pu avoir bien plus facile, mais bon voilà, ça évidemment on fait des erreurs et tout ça, mais donc voilà, c'est un peu pour expliquer le parcours, comme ça je suis venu parce que je voyais un peu l'artisan. Est-ce que ça se passait bien, je veux dire, entre nous? Oui, super, on a fait plein de beaux chantiers, j'ai appris, d'ailleurs c'est tout ce que je fais maintenant, c'est vraiment grâce à les chantiers qu'on a fait, les poses d'escalier, tout ce côté. En fait, on va dire que niveau taille et traits et tout ça, conception, ça allait. J'avais des bonnes bases que tu as en plus étoffé avec tout ce que j'ai vu, mais je me sentais vraiment à l'aise avec tout ça dans le travail. Mais par contre, tout ce que j'ignorais, c'était vraiment tout ce côté qu'il y a en plus, la pose d'un escalier, comment il faut s'organiser pour y aller, de pas devoir retourner à l'atelier parce qu'il manque un truc. Et donc voilà, j'ai appris énormément, et j'aurais dû apprendre encore un peu. Ça, on va y revenir, on va y revenir. En fait, c'est important pour moi qu'il explique ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont cru que soit je maltraitais Louis ou que j'étais quelqu'un de désagréable. Il faut savoir que les images, elles sont telles quelles. C'est-à-dire que moi, je connaissais pas YouTube, donc on mettait la caméra à gauche, on mettait la caméra à droite. Il était plus doué que moi par rapport à ça, c'est-à-dire au niveau des plans. Il faut savoir que la majorité des plans qu'on faisait, il était derrière la caméra. D'ailleurs, quand vous voyez qu'elle secoue, c'est parce qu'il se marre de ce que je dis ou de ce que je fais. Par rapport, par exemple, le partenariat Festool, où t'es plié de rire avec tes perles et tous ces machins-là. Donc, faut savoir que tout ce qu'on a fait, et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est à l'impro. On a rigolé tout le temps avec Louis, donc on était vraiment très complices. C'est une référence culte, hein. La différence entre une bonne visseuse et une mauvaise visseuse, la bonne visseuse, ça visse. La mauvaise visseuse, ça visse, mais voilà quoi, ça visse. Ici, une bonne visseuse, ça visse. Voilà. Tu vois la différence? Nickel. Ça a le temps pour les gros, hein. Voilà, j'ai la mousse. La mousse au chocolat. Avant, j'avais les tablettes de chocolat. Maintenant, elles sont cachées par la mousse au chocolat qui est autour. C'est frustrant pour un ancien militaire, moi je vous le dis.
Surtout quand on a un gringalet qui est... Ah, il est aussi épais qu'un cap de fraise sur la gaine et il ne connaît pas lui. Aïe 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 aïe. Ah la jeunesse. Voilà, marteau, visseuse. Marteau, visseuse. Ça ne marche pas. Ça fonctionne. Il arrivait le matin, je pense qu'il avait la banane, il a craché sa bagnole pour tout vous dire, parce qu'on n'a rien à cacher. Quand je dis on est vraiment sans filtre, on est vraiment sans filtre ici, et il est venu travailler quand même, il n'a jamais eu de jour d'absence. Et donc, en fait, quand il a décidé en effet de quitter, il a en effet découvert qu'il avait son diplôme. Il faut savoir que la veille, on faisait la vidéo avec David de la Télécave, à qui je remets mon bonjour. Vous pouvez aller on va y arriver là. Elle fait combien? 24 235, tu veux, ça? Elle est toujours pas rabotée en plus. Qu'est-ce que vous avez fait les gars? C'est ça, bah, ils se touchent. Qu'on l'adresse, c'est qu'on la rabote? Ils se touchent les fesses, tu vois, ils se font des bises, ils se font des bécottes. Elle dort? Non mais alors on la rabote directement, on s'en fout. Bah oui, il va bien falloir, parce que tu... Attends, donc il est... Non, je demande s'il faut dresser un champ avant de raboter. Bah oui, c'est ça, mais bon, tu sais... Ah mais non, je saurais pas. 235. T'as vu après 230. Il faut la reprendre. N'importe quoi ça. Quoi, on ne sait pas couper. Oh, c'est beau les arbres hélicoïdaux, c'est beau les marques, mais c'est pas efficace quoi. Oui, encore un qui s'est fait Ou alors on la refend à la panoteuse. Comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. On sait la couper, on sait la refaire à la panoteuse. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas? Bah, je sais pas, déjà quand tu peux utiliser la raboteuse, alors... Tu vas à combien ton épaisseur, sérieux? À 23,5 tiens. Quoi? À 23,5. Non. Bah oui. T'es sûr elle a 23 Non, je suis pas sûr. Elle a 24 non Bah non, elle fait 23,5 les Non. potes. T'es sûr? Non, je crois pas. Il m'a envoyé ici juste comme ça, juste pour rire. Pourquoi vous ne coupez pas la hache? Pourquoi on ne la coupe pas à la hache? Parce qu'on n'a pas de hache. Ah. Si on en avait une, évidemment, on l'aurait fait avec, mais on n'a pas de hache. Ça, il n'a pas encore le reste de la formation. Ben voilà, donc ça, en plus, alors en plus de ça, il a la panoteuse soldaire, mais de nouveau, ça ne coupe pas plus haut. Donc on ne sait pas raboter 23,5 parce qu'elle aura... Mais en plus, la lame ne monte pas suffisamment haut. Et les gars, arrêtez de regarder pour faire des petites boîtes de 18 mm d'épaisseur. Hein. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, il a tous des gabarits. Alors, c'est génial, hein. À chaque fois, il a appris à comment faire un carré, comment faire un rectangle, comment faire un rectangle avec un L, comment faire un rectangle avec une planche clouée sur la planche, comment faire une planche avec une petite languette clouée dans la planche. Génial les gabarits quoi. Génial. Mais je trouve ça super top. Et alors, attends, parce que le summum, ça faut quand même le montrer, c'est le gabarit démontable. Alors le gabarit démontable, tu ne le connais pas, ou alors il a fait hier. Oh, il a mis ses vis. Non, c'était l'autre. Ah, c'était l'autre. Parce que t'as le gabarit qui permet de pousser, mais rien du tout, parce que la planche n'est pas solidaire du gabarit. Alors la technique du congélateur de David, à tous les coups ça fonctionne. Hein. Hop, c'est de niveau. Hop, c'est de niveau. Tu peux faire ce que tu veux, dans toutes les positions. C'est de niveau. Ce qui est top, c'est quand tu montes au client, bah, t'as pas de blague. Quoi. Il y a plein des éclats dans le rabotage. C'est pas terrible. Hein. C'est la machine. C'est pas terrible. Bah ouais, t'as regardé la dernière vidéo de Floki, quoi. T'as regardé. Bah ouais. T'as pris aussi l'arbre hélicoïdal. Vas-y. Voir le marteau, Ben, s'il te plaît. Tiens, prends celui-là. Ah, non, attends. Tu veux lequel, Louis? Celui-là ou celui-là? Non, le vrai marteau, Ben, s'il te plaît. Merci. L'équipe de bricolote. Vous pouvez aller la voir, et c'est une vidéo, mais on déconne. Donc, l'ambiance qu'il y a sur cette vidéo-là, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Amélie d'Atelier Quinquette, qui m'avait posé une question. Quelle est la vidéo te donnerait l'envie de
tourner voir, eh bien c'est celle-là, parce que ça représente vraiment l'ambiance qu'on avait sur chantier. Avec David, c'était génial. Pierre Fontigny, c'est devenu un ami. D'ailleurs, je vais y revenir après sur Pierre Fontigny. Et c'était vraiment l'ambiance qui régnait en permanence sur chantier. On rigolait tout le temps, aussi bien dans l'atelier que sur chantier, et on apprenait, c'est-à-dire qu'on bossait, hein, on a fait beaucoup de choses. Que les choses soient bien claires, moi j'ai fait un coup de gueule quand il est parti, parce qu'en effet je lui en voulais dans le sens où fatalement il lui restait 1 an de contrat, et on s'était bien mis d'accord pour faire 2 ans. Point. Ça s'arrête là. Mais en termes de relationnel, on a encore travaillé quelques jours après, on s'est jamais engueulé, hein, pas du tout. Il y a juste que moi j'étais un peu plus froid. Oui, je comprends tout à fait aussi. Ce qui me semble logique. Et donc voilà, comme ça c'est clair. Maintenant, on va parler, si tu veux bien, du positif et du négatif finalement que YouTube peut apporter. Alors, ce qui était bien en fait au tout départ avec Louis, c'est que quand j'étais à une machine ou autre, je lui disais tiens, comment est-ce que tu ferais telle chose et telle chose, et puis il me disait sa manière. Et je disais non, on va plutôt faire comme ça. Et donc, comme ça ne paraissait pas spécialement logique pour Louis, je me dis si ça n'est pas logique pour toi alors que tu es déjà formé, j'imagine que les gens derrière l'écran ne le sont pas non plus. Donc du coup, on a sorti soit des petites astuces, soit des vidéos voilà, comme l'aimant avec les sacs d'aspirateur. Et puis on est rentré dans le côté un peu déconne avec les parodies. Alors, faut savoir que Louis était un énorme filtre. Mais vraiment, ça, il faut quand même le dire. Et puis, Johan est arrivé. Et de là, en fait, moi, déjà, je voulais rendre hommage à Johan, parce que, il me mettait en avant, donc il fallait que j'assume quelque part. Ça, c'est dans ma nature. Je lui ai dit tout de suite, hein, il faut qu'on sorte une vidéo toute semaine, il faut qu'on montre qu'on sache travailler, machin, parce que je voulais, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, je voulais que ça soit carré, que ça fonctionne et que voilà, fallait le faire à fond. Et donc, on a appris beaucoup de choses. La communauté, c'est-à-dire les gens bienveillants, on regardait les commentaires, le lendemain, on se disait, t'as vu, c'est sympa, beaucoup d'encouragement, les gens étaient contents qu'on donne des méthodes, les gens appréciaient beaucoup Louis, donc c'est aussi pour ça que je suis content de faire cette vidéo. Mais non, mais c'est vrai, on est à 55 000, mais il faut savoir que si Louis n'était pas venu se présenter ou si je n'avais pas engagé Louis, je ne serais jamais là. Jamais j'aurais fait des vidéos sur YouTube. Jamais. J'avais un compte YouTube, je ne le savais même pas. C'est la personne qui a fait mon site internet qui avait créé un compte YouTube. Tu te souviens que j'avais demandé les codes. Il y avait des vidéos sur mon atelier avec des témoignages des gens qui avaient fait la formation chez moi. Je ne le savais même pas. Donc, mais c'est vrai. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on était dans un monde tout à fait dingue. Donc ça, c'est vraiment du très positif. Et toujours aujourd'hui, c'est génial parce que je me rends compte que j'aide beaucoup de gens, je me rends compte encore plus aujourd'hui avec la communauté, les gens qui sont dedans et qui posent. Et puis il y a le côté négatif, et là on va en parler, on va dire un peu plus longuement avec Louis, parce que eux aujourd'hui ils sont artisans. Vraiment artisans, c'est-à-dire qu'ils ne posent pas des cuisines Ikea ou couper des meubles Ikea, des panneaux, machin, non, ils fabriquent les choses eux-mêmes. Ça y est, ça fait 2 ans, ils n'ont absolument pas le temps de faire des vidéos parce que voilà, entre leur devis, entre les rendez-vous clients et la vie d'atelier, ils n'ont pas le temps de faire des vidéos. Et donc le côté négatif de YouTube, pour moi en tout cas, c'est justement ce côté réseau social, parce que YouTube reste un réseau social avec tout ce côté image, qui fait que, voilà, par exemple, moi, au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais mes cheveux en pétard, ça faisait peut-être marrer les gens, mais non, mais c'est vrai, ça a amené les gens sur la chaîne, mais au final, est-ce que les gens étaient vraiment là pour le contenu en tant que tel que nous, on voulait apporter, c'est-à-dire de la qualité en termes d'information et travailler en sécurité, etc., ou pour le personnage? Tout ça pour dire que le côté négatif pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute des chaînes, aujourd'hui, dans le domaine de la menuiserie, qui ont 1000, 2000, 6000 abonnés et qui sont bien meilleurs et peut-être bien plus compétents que moi. Mais qui malheureusement n'ont peut-être pas la même bouille, n'ont peut-être pas le même, je sais pas moi, franc-parler, j'en sais rien. Et donc ça pour moi c'est le vrai côté négatif, parce que quand je vois par exemple des gars comme Steph Aria qui ont 800 000 abonnés, qui viennent mettre des vis sur le fond d'un panneau avec couper les têtes de vis pour venir plaquer un panneau dessus avec une cale de bois, je vous mettrai quelques images, et que ces gens-là, sous ces vidéos, on voit waouh, merci, après 30 ans j'en apprends encore, faut arrêter de rire. Tania est ébéniste. Je lui ai expliqué la situation, j'ai dû la ramener. Elle voulait repartir. Hein? Non, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, l'image des gens, et donc voilà pourquoi je dis je parle sans filtre, l'image des gens
va toujours prédominer sur le reste. Et donc, pour moi, le gros point négatif, c'est vraiment la loi de Brandolini. C'est-à-dire qu'une information fausse ou mauvaise est donnée par une personne qui a une énorme notoriété, eh bien, la personne qui maîtrise le sujet et qui veut rétablir une certaine vérité, je dis bien une certaine vérité, ce que je viens de dire par rapport à Steph Araya va me valoir mais des commentaires de haters de malades sous celle-ci, j'en suis sûr. Mais pourtant, ici, on est 3 professionnels, on est tous les 3 d'accord. Coller des lames de terrasse extérieure autour d'une piscine avec de la colle D3 et des dominos en hêtre, mais non, en fait. Non, il y a des dominos en Iroko ou en je ne sais plus quelle matière, en bois exotique, et on met de la colle au moins D4 ou de la colle PU, mais pas de la colle blanche D3. Parce que le problème, c'est que les gens s'inspirent de ça. Ici, c'est 2 gamins. Quel âge? 23? 23, 22. Allez, 23, 22. Donc ça veut dire que c'est clairement la tranche d'âge qui va un peu surfer sur TikTok. Alors eux ont la chance, c'est des jeunes artisans, ils n'ont pas le temps. Mais ils vont surfer sur TikTok, etc. Ou même sur YouTube. Et ils voient ces trucs. Aujourd'hui, plus personne ne s'est passé une demi-heure devant une vidéo. Mais ça veut dire que eux vont aller justement sur ces petites vidéos assez sympas, vont peut-être s'inspirer. Et puis, coup de bol, ils ont une belle terrasse à faire. Ils se disent génial. Et ils ont trouvé l'astuce top. Hein. Ils ont vu, ah putain, en plus, ils ont investi dans une domino. Ils vont faire 2 petits dominos en hêtre. Ils vont mettre de la colle D3. Ils vont se dire génial. 2 ans après, 6 mois après, j'en sais rien, le client va rappeler parce que soit ça a bougé, soit ça a fissuré au niveau de l'onglet. La réalité nous rattrape et donc ça fissure, ça pète, ça casse et on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne dans la vidéo. Donc voilà, pour moi le côté négatif il est là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et dans les professionnels qui me regardent et qui me parlent en privé, pensent la même chose. Mais il n'y a qu'un mongol, et j'ai pas peur de le dire, qui ose se mettre face caméra et le dire haut et fort, c'est moi. Et je vais continuer. Aujourd'hui, on doit essayer d'arrondir les angles, il faut rentrer dans une certaine caste, il faut aller frapper à la porte des gros youtubeurs pour qu'on parle de nous, il faut justement essayer d'être beau et édulcoré pour être certain que voilà, lui il a beaucoup d'abonnés, je vais aller un petit peu près de lui, il va parler de moi, je vais sympathiser même si je trouve que ce qu'il fait c'est pas bien. Eh bien pour moi c'est le plus gros point négatif de YouTube. Voilà, j'en finirai là-dessus, mais au moins c'est clair, sans ambiguïté, hein, et je pense qu'on est tous les 3 d'accord, et je le dis, on est tous les 3 professionnels, et toutes les personnes qui pensent comme moi, comme c'est le cas de Johan, je le sais, eh bien n'hésitez pas à le dire. Ça va essayer de rétablir une certaine image finalement de notre métier. Tout ce que je fais, en grande majorité, c'est pour les amateurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé d'essayer de diffuser des bonnes informations là-dessus. Donc voilà, ça clôture le point YouTube positif, négatif. Et maintenant, on va parler d'aujourd'hui avec votre situation, avec cette, allez, je vais dire ouverture là qui commence tout doucement à se faire parce que vous commencez à voir plus clair. Allez. Donc par quoi on commence? On raconte un peu comment ça a commencé. Ce que tu veux. Je vais commencer. Attends, je dois t'introduire, Louis, je dois t'introduire. Maintenant, on va parler de vous. Donc, aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise qui s'appelle Plan de nuit, toujours. Voilà. Et alors, où est-ce que vous en êtes? Par où est-ce que vous avez débuté, on va dire? Et puis, quelles sont vos perspectives, tout simplement? Nous, on a commencé, un petit peu juste après en louant un atelier. Donc on a installé toutes nos machines là-bas et on a commencé beaucoup par la famille, hein. C'est un peu toujours comme ça que ça commence. On a fait des belles choses, on a pu faire un carport pour mes parents et tout ça. Et donc voilà, de photo en photo, on a eu des clients, on s'est occupé de pas mal de choses, on a fait des portes, beaucoup de placards au début. Ouais. Et donc voilà, et puis premier été, tout a séché, tout a cintré, on a tout recommencé. Non, j'exagère, hein, on voit toujours le négatif quand on est dedans, mais bon, voilà, on a plein de petits trucs qu'on s'est dit qui nous manquaient, quoi. Et c'est là que je voulais revenir sur ça, du fait que moi, ici, en étant là, à dégauchir les planches, je me disais, mais ça va, mais je sais tout faire, tout ce que Benoît fait, ça va aller tout seul, j'ai plus qu'à me mettre à mon compte. Et je me rendais pas compte qu'il, lui, regardait que c'était du quartier, que ça allait cintrer, que c'était calculé. Et donc, voilà, on a eu un peu, comme je t'expliquais au début, des bricoles avec tes portes et tout ça. Des bricoles, un peu des trucs. Il y a beaucoup de choses qui se sont très bien passées aussi, hein, mais c'est vrai que
on en revient à l'importance de bien se former, parce que j'ai pas eu la pire formation, hein. J'ai vraiment une très très belle formation que mes parents m'ont payée. C'était une école quand même assez chère et tout ça, privée en France. Et malgré tout, au début, il faut pouvoir avoir les reins assez solides pour se dire que toutes les petites expériences qu'on apprend par après, c'est des placards à aller redémonter, à avoir le temps, à avoir les retards de planning du fait qu'il faut s'occuper. Et donc tout ça, c'est tellement important en fait quand on commence et qu'on se rend compte qu'on est dans toutes ces petites difficultés là du début. Je me perds. On a des métiers appliqués, c'est-à-dire que on apprend à l'école, mais quand on sort de l'école, on a un bébé. On a un bébé, c'est-à-dire qu'on doit découvrir, on doit apprendre à mettre un pas devant l'autre. Ouais, je le dis toujours, les gens croient que j'ai commencé YouTube en commençant mon métier. Non, j'avais déjà 17 ans derrière moi. Ça fait 21 ans que je suis menuisier. Ça veut dire que lui, quand il est sorti de chez moi, eh bien, il était bébé. Donc, il ne savait pas qu'il y avait un certain dimensionnement du bois, ou plutôt un gonflement du bois avec un certain taux d'humidité, etc. Ben non, c'était moi qui faisais ça en amont, avant qu'on ne fabrique les portes. Et donc, tout ça pour dire que donner des formations ou apprendre un métier, ça ne s'apprend pas en 2 jours. Je vais encore me faire taper sur la tête, mais quand je vois Astuce Design qui vous vend des formations en vous disant au-delà du niveau CAP, il est sorti de l'école, il a fait 2 ans de vidéos sur YouTube, il a lancé une formation. Alors, je parle de nouveau en connaissance de cause, que les choses soient bien claires. J'ai eu accès à cette formation également. Il ne sait même pas utiliser le bon sens de la défonceuse. Il met son guide d'un côté, il pousse sa défonceuse, donc sa défonceuse va du côté du guide. Mais il donne ça en formation. Mais oui, il n'a pas d'expérience. Il met son bois sur un étau de mécanique, en formation menuiserie, avec la défonceuse en porte-à-faux. Mais pourquoi? Mais parce que l'expérience n'est pas là. On ne peut pas former des gens sans expérience. Tania m'expliquait tout à l'heure qu'elle a eu une super formation ébénisterie à l'IATA, c'est ça? C'est ça, oui. Mais son prof, 15 ans, ça faisait 15 ans qu'il était à son compte, ça faisait 15 ans qu'il exerçait et donc il avait un retour avec ses clients. C'est-à-dire que les clients, quand moi je fais une boîte à bijoux, ou toi tu fais une boîte à bijoux, bon ben voilà, tu as fait ta boîte à bijoux, tes parents sont contents, super, elle bouge un petit peu, pas de problème. Mais quand tu fais 50 boîtes à bijoux, mais pour des clients, le client pour la boîte à bijoux pour laquelle elle a bougé, qu'est-ce qu'il fait? Allô, monsieur Marot? Mais non, mais... Et donc, elle est là toute la différence, si vous voulez, entre pouvoir former réellement des gens et donner une information pertinente et la découverte de quelque chose. C'est-à-dire que quand lui fait 5 portes qu'il va poser et qu'elles cintrent parce que justement le plafonnage n'était pas frais, eh bien, s'il avait mis ses portes chez lui, ça faisait 10 ans que sa baraque était faite, il a fait 5 portes, ces portes fonctionnent, génial, je sais faire des portes. Eh bien, le fait d'aller mettre des portes sur un chantier, c'est pas la même chose. Il faut s'assurer que le taux d'humidité du bâtiment soit cohérent avec le morceau de bois qu'on va y installer. Eh bien, voilà, c'est toutes ces choses-là. Eh bien, aujourd'hui, il a cette expérience-là. Il l'a connu, eh bien, prochaine fois qu'il va aller dans un bâtiment, il va vérifier ça. Mais ça veut dire que Louis, qui a fait l'école de Mouchard, qui est quand même pas mal, il n'a pas osé le dire, mais il a quand même fait le concours MAF, donc meilleur apprenti de France. Il a été 2e médaille d'argent. C'est quand même pas rien. Donc en gros, c'est pas une quille pour dire les choses. Est-ce que tu te sens capable aujourd'hui de donner une formation ? Non, pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Non, mais voilà. Donc tout ça pour dire que quand je parle de ça, on me tape dessus, ouais, t'exagères, machin. Mais non, c'est juste pour remettre un peu les choses en perspective et de dire que la menuiserie, on en parlait tout à l'heure, tout le monde a le sentiment que c'est à la portée de tous. Mais je vais dire à la limite, pour rebondir sur ce que tu dis, on peut être très vite menuisier, placeur, aller poser des portes toutes faites, aller poser des placards Ikea, tout ça c'est quelque chose, oui, une fois que t'es équipé, que t'as une camionnette, que tu sais un peu réfléchir et trouver des solutions aux 2-3 petits problèmes que tu vas rencontrer, mais il y a
une énorme différence entre celui qui est derrière son écran, qui rêve de faire des queues d'aronde, rêve de faire... Il faut savoir aussi ce que la personne recherche, quoi, je veux dire. Parce que moi, par exemple, c'était pas du tout tout ce qui est plastique. D'ailleurs, t'as vu, je fais toujours pas mes laminés tout, tellement je veux rester massif et tout ça. Mais ça implique de devoir vraiment apprendre l'artisanat qui s'apprend pas, effectivement, en 2 ans, quoi. En 2 ans, et surtout connaître la matière. Voilà, ce côté, voilà, déboire que tu as eu avec tes portes ou autres, ou carport, je ne sais pas si tu as eu un souci avec le carport, comme tu parles de rétrécissement, c'était les portes, eh bien, c'est justement parce que tu n'as pas cette expérience malgré les cours que tu as eu, etc. Et maintenant, tu vas y veiller. Donc chaque expérience, bonne ou mauvaise, va faire que quand tu as une expérience hyper bonne, d'office, tu vas choisir. Donc ça, moi, ça me fait plaisir de t'entendre parler de ça, c'est-à-dire, il faut parler des erreurs, il faut parler de quand on fait des boulettes. Moi aussi, j'ai fait des boulettes au début de mon activité, et j'en fais encore, et j'en ferai certainement encore, parce qu'on me reproche souvent que je ne monte pas des boulettes. Mais lui est témoin. Je fais tellement attention à tout. Je liste tout ce qu'on fait comme étape. Après autant d'années, je continue à lister les étapes de ce que je fais. Et donc, automatiquement, je ne sais pas me tromper. Mais c'est ça, notre métier. Et c'est comme ça qu'on est rentable. Et d'ailleurs, je rebondirai là-dessus. Johan va faire une vidéo, d'ailleurs, sur sa reconversion du début à aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne YouTube. Elle va sortir ici quelques jours après celle-ci, pour justement, en fait, corroborer nos expériences. Louis, qui est sorti de chez moi il y a 2 ans, avec la perspective maintenant que les choses vont bien, donc je suis content pour vous, ils ont du boulot, ils ont du chantier, etc. Mais où ils se rendent compte qu'ils sont encore au balbutiement du métier. Oui, hein, tout à fait. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, d'autres aussi dans la gestion d'être entrepreneur, de gérer une boîte. Oui, les finances, c'est ça, gérer son temps. Et donc voilà, tout ça, je pense que c'est des claques aussi qu'il faut se prendre parce que on nous le dit, on est toujours en garde. Non, il faut pas se les prendre. Et c'était toute notre initiative à tous les deux. En fait, au début, quand il m'a dit tu devrais faire des vidéos, c'était ça. C'était essayer de faire gagner 15 ans, en fait, aux personnes qui tombaient sur mes vidéos. Et c'était tout l'intérêt, en fait, de faire cette chaîne tous les deux. C'était de dire, voilà, vous pouvez le reproduire sans bricole. Et donc, notre idée, c'était d'éviter les déboires aux gens. Je voulais juste revenir sur un point, c'est que du fait qu'on a tous eu une mauvaise, on va dire, formation, voilà, et ben du coup, ça a entretenu une mauvaise image de tous les jeunes indépendants menuisiers, et donc on fait moins vite confiance à des jeunes, et ça je trouve ça un peu dommage. Il faut savoir qu'en Belgique aujourd'hui, en effet, et j'ai pas peur de le dire, les formations et les écoles malheureusement ne vont plus suffisamment loin dans l'apprentissage des jeunes. Et donc qu'est-ce qui se passe quand ils sortent de l'école? Plus personne ne veut les engager, ou ce sont des très grosses entreprises. Quand ils sont engagés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la raboteuse toute la journée, ou ils vont poser des charnières toute la journée, ou ils vont poser aux portes toute la journée, poser au parquet toute la journée, mais ils n'apprennent plus à fabriquer. Et donc, quand on tombe sur des jeunes artisans, donc qui eux veulent encore fabriquer, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme ils le disent, l'image de la menuiserie et du bâtiment en général, je crois, nos métiers sont vus d'une manière négative. Donc eux, ils sont jeunes, eh bien, on ne les prend plus au sérieux. Et donc, ça veut dire quoi? Que notre métier est en train de disparaître au détriment justement des grosses industries ou même du numérique, parce que les gens... Ouais, non, comme ils le disent, ils ont vu l'électricien, il n'y a plus personne qui fait des portes. Parce que dans l'esprit des gens, en effet, plus personne ne fabrique parce qu'ils considèrent que plus personne n'est capable de fabriquer, etc. Et donc, où je suis content, c'est que ça démarre pour vous. Donc, je veux savoir un petit peu, justement, vers où vous allez et surtout, quels sont vos projets. Donc, est-ce que vous voulez plutôt aller vers les aménagements intérieurs? Parce que je sais que quand tu étais venu ici, tu avais ce projet aussi de faire des kiosques, carport, etc. Est-ce que tu as encore ce projet charpenterie ou est-ce que vous êtes plus vraiment axé sur l'intérieur? Maintenant, c'est vraiment entreprise générale, on prend tout parce que très ouvert par rapport aux demandes. Oui, c'est ça, on essaye. Mais voilà, on fait des portes, escaliers, tout ça, et on est ouvert à faire des carports. On se ferme vraiment un peu comme toi, quoi. Tout ce qui est en bois, tout en bois, et voilà. Mais non, voilà. On a
on a un paquet de choses encore de prévues et des beaux projets, et donc on est content, mais c'est vrai qu'on s'est pris des boîtes qu'on aurait préféré éviter, et il faut aussi que les gens se rendent compte que des boîtes, on peut pas s'en prendre 200 non plus, quoi. On peut pas tester chaque technique de YouTube en espérant que ça va marcher, quoi. Et aussi, on est parti avec du bois qui a été mal séché. Ouais, pareil, pas de testeur d'humidité, donc on avait acheté des boules de bois à un super bon prix, mais du coup pas séchées au four, elles étaient à 13. Et là, on a bien compris. Et donc là, pareil, c'est sur ta vidéo de réessuyer à l'ancienne en remettant et en retournant le bois et que j'ai réussi à le faire descendre, mais sinon j'y arrivais pas, quoi, tu vois. On est sur un métier où il y a énormément de matériaux à travailler, chaque matériau est différent et il y a un paquet de choses à apprendre, mais je suis content aussi que tu te sois lancé. Je suis surtout aussi content que des jeunes artisans, de nouveau, arrivent sur le marché. Mais des vrais jeunes artisans qui ont envie encore de refabriquer, qui ont envie de proposer du travail artisanal. C'est aussi pour ça que je suis content de parler de leur entreprise, parce que aujourd'hui, malheureusement, on pousse les jeunes dans les écoles de plus en plus à travailler le panneau. Non, travailler le massif et fabriquer vous-même, ça ne fonctionne plus. Justement... On a eu un électricien qui est passé à l'atelier l'autre jour et il nous a dit c'est fou, ça devient tellement rare de il en voir revenait des pas gens en fait, parce fabriquer que c'est vrai leurs portes de A à Z, quoi. Ouais, c'est beaucoup des placeurs, quoi, maintenant. C'est ça. On forme les menuisiers en sortant de l'école, on est des placeurs, on n'est plus des artisans menuisiers, et donc c'est ça tout l'important de reformer des gens et de ramener les gens, allez, je vais dire aux connaissances de base. Alors, je vais parler brièvement du projet, ou plutôt de la suite de YouTube. En fait, suite à un coup de fil qu'on avait eu avec Pierre Fontini il y a quelques mois, il voulait que je lance une école privée. J'avais dit n'importe quoi, je veux m'occuper de mes abeilles, voilà, mais c'est vrai, tu le sais en plus, je veux freiner mes activités, etc. Et puis, donc, j'ai pris connaissance des formations qui étaient en ligne, puis on m'a envoyé des liens pour que j'aille voir les vidéos, etc. Et je me suis dit, oui, en fait, pourquoi pas? C'est un nouveau challenge. J'ai pris contact avec les organismes officiels en Belgique, etc. Et donc, mon idée, c'est de mettre sur pied cette formation qui sera disponible dans les écoles, dans les centres de formation et aussi pour les amateurs ou professionnels qui voudraient éventuellement se remettre à jour ou qui, comme Louis finalement le dit, ne sont peut-être pas encore capables ou n'ont pas encore, se disent « cette information-là, je la maîtrise pas encore ». Et ça a toujours été ma démarche finalement sur YouTube, c'est d'essayer d'aider les personnes qui veulent aller chercher la bonne information. Je ne dis pas que j'ai toutes les bonnes informations, je ne dis pas que je maîtrise tous les sujets, loin de là, mais ce que je maîtrise et ce que j'ai comme information, j'ai toujours été au bout du bout. Et là, je pense que Louis... Et c'est surtout les 15 ans d'expérience à avoir essayé, ça marche. Oui, voilà, c'est ça. Ça ne marche pas. Mais surtout, ramener les gens à une vraie réalité et une vraie information, surtout au niveau de l'utilisation des machines, des techniques. Fabrication de portes, quels sont les jours, quelles sont les dimensions des baies par rapport... Donc voilà, tu as une baie de 90, moins 7 cm pour faire tes ébrasements. À ça... sera ajouté un service de consultance, comme je lui expliquais. En fait, je vais le faire aussi bien en présentiel qu'en visioconférence, c'est-à-dire que les gens pourront adhérer à la formation et dire voilà, moi je veux apprendre à utiliser la toupie pour faire un chapeau de gendarme, eh bien vous pourrez venir à l'atelier en présentiel pour les Belges, les gens de Marseille ne vont pas se taper la Belgique pour venir apprendre, eh bien vous pourrez venir et vous viendrez apprendre une technique dans l'atelier. Donc voilà un petit peu finalement l'avenir que moi je me réserve par rapport à ça. Donc je prends de nouveau un virage dans ma vie, dans ma carrière. J'avais décidé d'arrêter un petit peu. Là, je crois que je me suis remis une charge de travail un petit peu de fou sur le dos. Mais je me dis que ça en vaut la peine. J'ai eu hier la Confédération des métiers du bois, pour ne rien vous cacher, hautebois.com, et ils sont à fond derrière mon projet. Et donc, voilà, c'est vraiment cette envie, finalement, de remettre au goût du jour notre métier, mais dans l'image la plus noble, finalement, qu'elle doit représenter. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous semble intéressant? C'est important du fait que tout, comme on dit, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup là que se transmet l'info, on l'a plus à l'école, donc on va la chercher beaucoup sur Internet et tout ça. Et c'est bien d'avoir des trucs de qualité comme ça et de savoir que il y aura au moins, et qu'en plus nous on est juste à côté, on est content. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Tania?
J'ai juste oublié de dire que nous, on poste de temps en temps sur Facebook, Instagram. Est-ce que vous avez un site internet? Non, oui, si, on a fait par TrueStop là, pour avoir. Mais oui, c'est ça, on est plutôt sur Facebook. Alors, vous êtes sur Facebook, Instagram. C'est quoi le nom? C'est Plan de Nuit. Ébénisterie Plan de Nuit. Ébénisterie Plan de Nuit sur Instagram. Allez jeter un œil, ça fait toujours plaisir. Et sur Facebook, c'est Plan de Nuit ou Ébénisterie Plan de Nuit aussi. Je sais même plus. Je pense que c'est Plan de Nuit. De toute façon, si vous tapez Plan de Nuit, vous allez le trouver. N'hésitez pas à aller voir. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, pas du tout. C'était pas pour ça qu'on venait, mais c'est super gentil. Non, mais c'était important pour moi, justement, de faire un retour, justement, sur leur expérience. Ça me faisait plaisir aussi, moi, de te revoir. Après, je suis content de t'avoir rencontré, puisqu'on ne se connaissait pas. Et puis, voilà, de faire un petit retour, finalement, sur YouTube avant, pendant et après. Vous me ferez parvenir quelques photos de ce que vous avez fait, comme ça je les mettrai dans cette vidéo, comme ça vous verrez aussi un petit peu ce qu'ils ont réalisé et qui sera introduit dans nos discussions. Et puis moi, je n'ai plus grand chose à ajouter, à part que je reviens avec justement des vidéos un petit peu plus dans le dur, avec justement la sélection du bois et un tableur que j'ai créé pour connaître le taux de rétractation des bois, et au travers de ce tableur vous allez pouvoir connaître justement le gonflement et la rétractation de votre bois selon son taux d'humidité. D'autres vidéos viennent sur la fabrication de mon établi. Ça y est, je vais enfin pouvoir me lancer là-dessus. Et puis d'autres choses, voilà, arrivent. Je te montrerai les plans après. Voilà. Et donc d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Salut. C'était parfaitement parfait. Ça.